l'impunité et le mining business, mélangé au chantage politique qui a élu domicile, surtout dans cette partie de la République depuis plus de 10 ans maintenant, va connaître son épilogue très bientôt. Très bientôt, pourquoi? Parce que, rappelez-vous, dans cette partie de la République, au sein de nos forces armées, certains officiers, certains responsables, des connivences avec des leaders locaux, des responsables, même des chefs coutumiers, des groupes armés, se sont adonnés au trafic de tout genre, surtout le trafic minier. Il y avait des secteurs entiers où il y avait essentiellement des mines, sous couverture ou pas, de certains officiers. Il y a eu aussi, au sein des observateurs, pour ne pas dire des partenaires de la RDC, la MONUSCO par exemple, la MONUC à l'époque, on ne dit pas officiellement, oui, mais certains commandants qui aussi étaient des mèches avec des groupes rebelles, avec des multinationales, qui laissaient faire, qui accompagnaient par exemple certains avions qui atterrissaient à Walikale ou ailleurs pour permettre ces trafics. Il y a eu surtout le chantage politique des leaders politiques. Les leaders politiques qui, depuis Kinshasa, entretenaient des groupes armés parce que ces groupes armés contrôlaient des secteurs. Ces secteurs leur permettaient l'exploitation à la fois des minéraux, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, des fermes, des concessions agricoles. Tout ceci pour avoir des moyens financiers et perdurer ces chantages. À partir de Kinshasa ici, on voyait les autorités pour leur dire « Écoutez, moi je gère le coin là-bas, si vous me donnez des moyens, je vais les faire sortir du bois ou je vais leur dire d'arrêter. » En plus de cela, il y avait ces trafics interfrontaliers entre notre pays et le Rwanda. Et puis le M23, autrefois CNDP, RCD, s'est nourri de tous ces trafics parce qu'il y avait la faiblesse, notamment des forces armées, je dirais de l'autorité de l'État. Joseph Kabila, devant le Congrès, il y a quelques jours, dans son discours, il a mis un holà à tout ça. Un holà, pourquoi? Parce que les gens pensaient que l'impunité s'était érigée en système de gouvernance. C'était chez nous normal. Qu'à l'Est, ça soit un peu un no man's land, une espèce de jungle où tout le monde pouvait faire tout et son contraire. Et maintenant, si vous suivez le numéro 2 d'IM23 maintenant, qui s'est dit « Non, moi je suis Congolais, je vais revenir dans mon pays pour subir la justice de mon pays. Oui. » Si vous suivez le numéro 2 de la MONUSCO, qui ce matin sur RFI disait « Oui, nous allons aider la République démocratique du Congo à traquer tous les responsables rebelles qui sont auteurs des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et qui sont déjà même recherchés par la justice nationale et internationale. » C'est pour dire que le jour et les mois sont comptés pour les chefs rebelles à l'Est. Et ce n'est pas fini, parce qu'au niveau de Kinshasa, ici, il écume encore dans les états-majors des partis politiques, dans certaines institutions de la République, des mentors, des chefs qui sont, depuis Kinshasa, commanditaires de beaucoup de situations plus que malheureuses. Certains sont dans l'ère tamière maintenant, oui. Ils ruminent, ils disent mais le business est en train de partir, comment faire? Ils concoctent des plans, ils influent. Rappelez-vous par exemple que Joseph Kabila, notamment à Goma, avait tenu une réunion avec les notabilités de là-bas pour décréter les zones de Walikale et d'autres inapplicables pour tout ce qui était comme activité minière, tollé général de la part notamment des autochtones de là-bas, parce que ça faisait partie du business. On a parlé de l'auditeur qui doit poursuivre les chefs militaires. Les chefs militaires, les hommes des troupes, tous ceux qui s'adonnent au trafic seront traqués. D'abord, le contrôle de l'air bien. Le chef de l'État l'a dit, ou vous choisissez le drapeau, ou vous choisissez l'argent. Et si vous avez opté pour l'argent, on doit savoir d'où il vient, comment, et surtout, est-ce que c'est compatible avec vos fonctions de l'homme qui sert sous les drapeaux. Mais également, la justice qui sera autonome en termes financiers. La justice qui va pouvoir maintenant observer qui a fait quoi. Je vous ai parlé hier de cette liste, de ces monogrammes qui sera publiée pour voir, d'ailleurs un rapport a été publié hier par rapport aux groupes armés dans la région, n'est-ce pas, des Grands Lacs, par des observateurs. Donc les données existent. On ne va pas dire que c'est la Bible. Il y aura du tri, il y aura de l'analyse, il y aura de l'expertise pour savoir qui a fait quoi et comment, de sorte que
la cohésion nationale ne soit pas synonyme des jungles et des déliquescences de l'État, pour que l'amnistie ne soit pas confondue à ce qu'on appelle aujourd'hui l'impunité. Non, l'État de droit doit se consolider avec notamment la résurgence de l'État congolais comme État fort par rapport à ceux qui sont hors la loi. Il y a chez nous des juridictions qui sont disponibles pour pouvoir d'abord poursuivre en cas de violation, en cas de situation qui prête à confusion comme dans les cas à l'Est. Il y a chez nous la justice militaire, la justice civile, il y a des tribunaux. Oui. Donc tout ceci va être exploité dans un premier temps. Mais il y a des crimes qui sont du ressort de la Cour pénale internationale. Au moment où je vous parle, des instructions sont en cours. Certains dossiers sont en train d'être enrichis, de sorte que lorsque les juridictions nationales auront terminé leur travail ou concomitamment, la Cour pénale internationale suit son cours. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des mentors. Les mentors des M23, c'est les Rwandais, c'est l'Ouganda. À chaque fois, lorsque c'est hors la loi fuit la RDC, où est-ce qu'ils vont? Au Rwanda. Rappelez-vous Nkunda. Rappelez-vous, est-ce qu'on a arrêté Tangada? Au moment où je vous parle, Makenga avait fui vers le Rwanda, mais il a fait fi depuis hier pour revenir sur ses trousses et repartir vers l'Ouganda parce que là-bas, peut-être, il va pouvoir aller à la table des négociations pour pouvoir bénéficier peut-être de l'amnistie, ce qui n'est pas probable. Donc, il ne faut pas compter sur le Rwanda, l'Ouganda pour l'extradition. Ils ne le feront pas parce que c'est eux les maîtres d'œuvre de ce qui s'est passé chez nous. Il faut compter d'abord sur la justice congolaise. Ensuite, la collaboration de la communauté internationale qui aujourd'hui a suffisamment de données. Rappelez-vous que c'est au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de la MONUSCO, que toutes les études, tous les rapports ont été publiés avec des noms pour épingler qui fait quoi et dans quelle situation. Donc, il y aura tout simplement à informer que M. X est poursuivi par la justice internationale et la chasse à la personne pourra se poursuivre. Écoutez encore le numéro 2 de la MONUSCO ce matin. Il a bien dit, nous allons les traquer. Nous allons les traquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont responsables des crimes. Les génocides, qui ne dit pas son nom, dans notre pays, 6 millions de morts, ce n'est pas peu de choses. Donc, ce n'est pas au Rwanda, en Ouganda, et vous allez vous cacher. Et d'ailleurs, rappelez-nous qu'au Rwanda, en ce moment, au sein de l'armée, il y a une fraction de ceux qui se disent déçus du régime de Kagame, parce que beaucoup d'officiers sont morts chez nous, beaucoup d'hommes de troupes. Au moment où je vous parle, tous ceux qui étaient recrutés au sein de M23 sont dans l'errance dans les montagnes, beaucoup se sont rendus à la MONUSCO, d'autres au FARDC, on ne sait pas quoi faire. Donc, quand il y aura le recensement et le tri, les Rwandais vont rentrer chez eux, les Ougandais chez eux, les Congolais seront au sein des forces armées pour ceux qui veulent faire le métier avec les reconditionnements. D'autres vont rentrer à la vie civile, mais ceux qui ont commis des fautes, des erreurs, des crimes, seront traqués et arrêtés.